I've seen things you people wouldn't believe. Vous écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan. Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette musique au rythme endiablé que l'on vient d'entendre durant le générique. Il s'agit d'un morceau joué au banjo qui ouvre l'une des œuvres les plus marquantes du cinéma des années 70, Délivrance, réalisé en 1972 par le réalisateur anglais John Boorman. Un film qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine et auquel cette nouvelle émission sera consacrée. Ce film fascinant nous raconte le week-end de terreur vécu par 4 citadins, Ed, Lewis ou Louis en VF, Bobby et Drew ayant décidé de partir se ressourcer au cœur de la nature pour parcourir la rivière Kalawasi, située dans les montagnes de l'État de Géorgie au sud des États-Unis. L'idée étant de la voir avant qu'elle ne disparaisse définitivement à cause de la construction d'un barrage hydroélectrique qui inondera bientôt la région entière sous un lac. Oh, y a pas de quoi rire. On est encore en train de commettre un nouveau crime contre la nature. Ça n'explique pas pourquoi tu es si pressé de nous entraîner dans cette expédition. Et si, parce qu'ils construisent un barrage. Et bientôt, cette rivière que je veux vous faire descendre en canoë n'existera plus. C'est pourtant clair. Ils vont inonder la vallée et supprimer cette merveilleuse rivière sauvage. Oh, n'en fais pas un drame tout de même. Et à la place, il n'y aura plus qu'un immense lavoir d'eau croupissante. Et pour fournir à Atlanta un peu plus de courant, un peu plus d'air conditionné à vos faubourgs empestés. Sais-tu ce qui va se passer? Ils vont violer toute cette étendue de nature vierge, la violer, la souiller. Oh, Louis. Ah, quelle drôle de façon que tu as de voir les choses. Ah, ça c'est vrai. Alors arrivés sur place, dans un petit village perdu et crasseux, les citadins se montreront un peu méprisants face aux rednecks qu'ils découvrent. On appelle de façon péjorative redneck les populations rurales du sud des États-Unis, supposément plouques et arriérées. Le seul moment de bonne entente entre eux durera quelques secondes seulement, lorsqu'un petit garçon du village se lance dans une battle musicale fulgurante, banjo contre guitare avec l'un des citadins. C'est donc la musique que l'on entend au générique. Nos 4 compagnons commenceront ensuite à descendre la rivière sur 2 canoës de 2 personnes, avec plus ou moins d'assurance. Mais le second jour, Ed et Bobby, ayant pris un peu d'avance sur leurs compagnons, décident de s'arrêter sur le bord de la rivière pour faire une pause. Ils sont alors agressés par 2 montagnards et l'un d'eux viole Bobby dans la forêt. Ed est quant à lui sauvé de justesse par Lewis, le leader du groupe, arrivé juste à temps pour tirer sur le violeur avec son arc. Mais son acolyte prend en revanche la fuite. Après un débat sur le sort à réserver aux cadavres, sur le fait d'avertir ou non les autorités, ils décident finalement d'ensevelir le corps dans la forêt pour éviter une enquête risquée. Ils repartent ensuite sur leur canoë, mais ils finissent par chavirer dans un rapide en soupçonnant la présence du second agresseur, armé et hostile, en haut des collines environnantes. Drew est alors tué lors de sa chute et Lewis blessé à la jambe. Ed est alors contraint de reprendre le rôle du leader en tuant lui-même le montagnard après avoir escaladé une falaise de nuit. Malgré un doute sur l'identité du montagnard, il ensevelit à son tour le cadavre et reconduit ses camarades dans leur ville de destination. Il devra alors mentir au shérif lors du récit de son histoire et il rentrera ensuite chez lui rongé par l'inquiétude. Le film débute donc comme une histoire d'aventure mystérieuse et excitante, avant de basculer finalement à mi-parcours dans une ambiance beaucoup plus sombre et violente, qui confine aux films d'horreur et de survie. Cela le temps de la scène culte et choc du viol homosexuel, qui était extrêmement osé pour l'époque et qui traumatisera les spectateurs du monde entier. Enfin, voyons, messieurs, c'est ridicule. Dites-nous ce que vous attendez de nous. C'est très simple. Vous allez bouger vos viandes et venir avec nous dans les bois là-haut. Oui, mais il n'y a écoutez... pas de mais. Vous verrez. Et tout de suite. Ah, c'est... Je vous en prie. Non. 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 Quoi, ça te plaît pas? Hein? Au lieu de crier Queen, je veux que tu queen comme le cochon. Allez, Queen. Queen, je te dis. Queen. La première chose à savoir sur Délivrance, c'est qu'il s'agit de l'adaptation d'un livre qui a été écrit par l'écrivain américain James Dickey en 1970. Alors James Dickey n'est pas très connu de par chez nous, mais il est très réputé en Amérique. C'est un personnage haut en couleur, c'est à la fois un cow-boy et un poète. Un colosse, athlétique, fort en gueule, et en même temps quelqu'un de très sensible qui s'intéresse à la nature et à la protection de l'environnement. Mais c'est surtout quelqu'un qui pratique lui-même le tir à l'arc et le canoë dans les rivières.
Et cette descente de la rivière Kailawasi, il l'a lui-même effectuée. Alors c'est un nom de rivière fictif, mais il s'inspire de plusieurs rivières de la région qu'il a eu l'occasion de pratiquer, dont celle qu'on lui voit dans le film et qui s'appelle en réalité la rivière Chattooga. Son récit est donc en partie autobiographique, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, car il a toujours brouillé les pistes en cherchant à faire croire à certains que tout était vrai, mais il faut savoir que c'était un grand mythomane. En fait, il a retranscrit le ressenti paradoxal qu'il a eu au contact de cette région. C'est-à-dire que d'un côté, il a été émerveillé par la beauté de la nature et attristé par sa disparition liée aux différents projets de barrages dont il fut témoin dans les années 60. Et d'un autre côté, il a été un peu terrifié par les populations assez inquiétantes qu'il y a rencontrées, car elles étaient parfois armées et peu accueillantes. Donc Délivrance résulte finalement de ce sentiment ambivalent et on comprend bien que la désillusion vécue par les 4 citadins est un peu la même que la sienne, mais poussée à l'extrême par des événements catastrophiques. Aussi, lorsque le studio Warner Bros. A acheté les droits du livre pour l'adapter au cinéma, lui était ravi. Mais on va voir que tout ne se passera pas exactement comme il l'aurait souhaité. These are the men. Nothing very unusual about them. Suburban guys like you or your neighbor. Nothing very unusual about them until they decided to spend one weekend canoeing down the Cohulawasi River. Where you going? All right, I'm looking. These are the men who decided not to play golf that weekend. Instead, they sought the river. John Boorman's film of James Dickey's explosive best-selling novel. En fait, c'est le grand Sam Peckinpah qui aurait dû réaliser le film, car le réalisateur de La Horde sauvage était le premier choix de Dickey. Et c'était effectivement le choix le plus logique, car c'est un cinéaste qui excelle à montrer l'ambiguïté et la violence. Ce sont aussi 2 personnages qui se ressemblent. Alors au-delà du fait qu'ils étaient tous les 2 alcooliques et explosifs, ils étaient surtout sur la même longueur d'onde et partageaient la même vision sur le sens du livre. Ils se sont d'ailleurs rencontrés et étaient d'accord pour travailler ensemble, mais malheureusement pour lui, le studio Warner va refuser son embauche. C'est finalement le cinéaste anglais John Boorman qui réalisera le film. À cette époque-là, il venait de tourner Duel dans le Pacifique avec Lee Marvin et Toshiro Mifune. Boorman adore l'histoire de Délivrance car il aime la nature et l'aventure. Mais contrairement à Peckinpah, il n'était pas d'accord avec Dickey sur le sens de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est quoi Délivrance ? C'est avant tout l'histoire d'un homme, Ed, qui est joué par Jon Voight, qui s'est en quelque sorte embourgeoisé dans un confort citadin et qui s'ennuie dans une vie quotidienne un peu trop tranquille au point d'en devenir névrosé. Cela ressort lorsqu'il fait du tir à l'arc. Au moment où il tend son arc et vise sa cible, il est pris d'une crise de tremblement. C'est pour ça que son ami Lewis, joué par Burt Reynolds, qui lui au contraire est un survivaliste, va lui proposer une aventure pour le désaliéner et lui faire redécouvrir sa nature profonde. Et c'est ce qui arrive en effet, il se retrouve contraint de sauver ses camarades en allant tuer un homme, et de cette manière il se transforme et retrouve sa virilité. C'est donc une véritable délivrance au sens propre du terme, vis-à-vis de son mal-être initial. Alors ça, c'est ce que nous dit le livre. Mais Boorman, lui, n'est pas du tout d'accord avec ça. Pour lui, le fait d'avoir enseveli des cadavres au lieu d'aller voir la police et le fait d'avoir tué un homme sont des actes que le personnage ne pourra pas assumer et qu'ils plongeront dans la culpabilité et dans la crainte éternelle que ces secrets ne soient révélés au grand jour. Boorman va donc trahir l'histoire originale en modifiant son début et sa fin. Il retire l'introduction du livre durant laquelle on voyait le quotidien ennuyeux de Ed avant d'aller dans la montagne et aussi sa crise lorsqu'il faisait du tir à l'arc. Et il retire aussi la fin qui était positive, puisqu'on voyait Ed à la fois heureux une fois de retour chez lui, mais aussi guéri de ses angoisses. À la place, il nous montre un Ed traumatisé dans son lit, qui ne dort plus et fait un cauchemar glaçant. Il voit en effet une main sortir doucement de la surface d'un lac sombre. Il ne s'agit donc plus du tout d'une délivrance ici, au contraire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est assez difficile de comprendre le sens du titre après la vision du film, car ce n'est tout simplement plus le même message. Le système m'a réussi assez bien, moi. Parbleu. T'as une gentille situation, une gentille maison, une gentille femme, un gentil enfant. La façon dont tu dis ça aurait de quoi vous en faire honte. Pourquoi viens-tu toujours avec moi, alors? Tu sais, j'aime ma façon de vivre. Bon, mais pourquoi fais-tu sévir avec moi? C'est exactement ce que je me demande parfois. Forcément, Boorman et Dickey vont être en conflit pendant l'écriture du scénario, et c'est le réalisateur qui va au final imposer ses choix. Malgré ça, Dickey ne va pas bouder le film comme Stephen King a condamné avec erreur Shining.
Au contraire, il en sera même assez fier, car il va bien se rendre compte que si le sens de l'histoire est trahi, ce n'est pas le cas de l'œuvre dans son ensemble. En fait, à part le début et la fin, le film respecte quasiment le roman à la lettre et ne retouche pratiquement pas le récit central. Et puis il voit bien que Boorman a su mettre en image cette histoire de façon merveilleuse, en faisant d'abord les bons choix de casting. Avec d'un côté des acteurs principaux peu connus à l'époque, qui deviendront des stars grâce au film. Il faut d'ailleurs savoir qu'au départ, le duo principal devait être joué par Jack Nicholson et Marlon Brando à la place de Jon Voight et Burt Reynolds. Et de l'autre côté, avec des personnages secondaires qui, à l'exception des deux agresseurs, n'étaient pas des acteurs mais des habitants de la région repérés sur place, comme le petit garçon au banjo qui d'ailleurs ne joue pas lui-même de l'instrument. En faisant également le bon choix du tournage en décor naturel, aidé en cela par un chef opérateur génial, Vilmos Zsigmond, qui a pu répondre à toutes les problématiques que l'on peut rencontrer sur un terrain difficile en pleine nature. Il sera également capable de prendre d'énormes risques en tournant sans assurance et avec peu de moyens sur une rivière dangereuse et une falaise escarpée. D'ailleurs, chacun des 4 acteurs principaux se blessera ou manquera de se noyer ou de chuter durant le tournage. Boorman saura même se faire pardonner vis-à-vis de l'auteur en lui offrant le rôle du shérif patibulaire, mais presque, qui interroge Ed et Bobby à la fin du film. Désormais, évitez ce genre d'histoire. Et ne revenez jamais ici. Ça, vous pouvez en être sûr, shérif. Je désire que cet endroit connaisse une fin paisible. Tout de même, on se demande encore aujourd'hui ce qu'aurait donné la version du film de Sam Peckinpah. Mais on peut en avoir une bonne idée en regardant Les Chiens de paille, qui est précisément le film qu'il tournera la même année en Angleterre après avoir été exclu de la production de Délivrance. On peut le considérer comme sa version alternative du film, car ce sont de véritables films jumeaux. En effet, Les Chiens de paille racontent l'histoire d'un professeur d'université, donc un citadin, parti s'installer dans une maison tranquille à la campagne pour fuir les mouvements étudiants qui agitent les campus américains dans les années 60. Mais il sera vite harcelé par un groupe de villageois très intéressés par sa jeune et jolie femme. Étant faible et lâche, il n'ose pas les affronter, suscitant le mépris de sa femme qui se fera même violer par l'un d'eux. Mais il finira tout de même par se révolter et se transformera en un combattant féroce face à la horde de villageois lancés à l'assaut de sa maison. Ce personnage, interprété par Dustin Hoffman, est donc une sorte de double de Ed. À la différence près qu'il ne sera pas tiraillé par le doute sur l'identité des hommes qu'il a tués, ni même culpabilisé par le fait de ne pas être allé voir la police. Au contraire, il semble sortir renforcé et apaisé de son aventure car il a enfin réussi à s'affirmer. On voit donc que Peckinpah est beaucoup moins gêné par la violence et la nécessité de l'autodéfense. Mais Boorman a eu le mérite de complexifier l'histoire de James Dickey en la rendant plus mystérieuse et donc plus intrigante. Il l'a également doté d'un sous-texte passionnant, puisque l'on devinera que derrière le trauma et la mauvaise conscience de Ed se cache en réalité la mauvaise conscience de l'Amérique dans son ensemble, vis-à-vis de la destruction de son environnement, de l'abandon de certaines populations rurales, mais aussi la trahison de ses principes et de ses institutions avec la remise en cause de la justice et des autorités. Le film est en cela un représentant subtil du cinéma contestataire du Nouvel Hollywood, qui portait une vision très critique de l'histoire et de l'actualité de la société américaine. Voulez-vous que je vous dise, cet endroit... J'étais en train de me dire... Cette région, que les premiers explorateurs de cette région l'ont découverte ainsi, sur des canoës. Quelle satisfaction ça doit être pour eux. Allez, on l'a vaincu, n'est-ce pas? On l'a vaincu, cette rivière. Non, elle est invincible. Invincible, croyez-moi. Pour terminer, il faut ajouter que John Boorman a donné une sorte de suite à Délivrance dans les années 80 avec La Forêt d'Émeraude, un film beaucoup plus lisse et politiquement correct qui évoque un nouveau barrage destructeur, en Amazonie cette fois-ci. Mais je pense qu'en réalité, la véritable suite du film a été réalisée en 1974 par Tobe Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, qui semble lui répondre directement. En effet, Délivrance se termine avec la main d'un cadavre enseveli qui commence à sortir de l'eau. Et Massacre débute justement 2 ans plus tard avec des cadavres exhumés d'un cimetière et exposés au grand jour, comme si les secrets honteux de l'Amérique, qui menaçaient de ressurgir, étaient finalement bel et bien sortis à la vue de tous, laissant place à un nouveau cycle de violence de la part de rednecks, armés cette fois-ci de marteaux de boucher et de tronçonneuses. Merci d'avoir écouté cette 4e émission de Parlons Travelling et Gros Plan, que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de Radio B. Et je vous retrouve pour la prochaine émission qui sera diffusée le jeudi 1er juin à 7h30, 8h30 et 12h30 sur Radio B. À bientôt. C'est vrai, Louis, ce que tu viens de nous dire. Dans les bois et près de cette rivière, il y a bien des choses que les villes ont perdues. Perdu n'est pas le mot.
mais vendu. En tout cas, il y a une chose en faveur du système. C'est le matelas pneumatique, une invention remarquable. Plus généralement connue des habitués du camping sous le nom de la nana qui se gonfle. Et si vous le permettez, mes très chers amis, je vais vous fausser compagnie et me farcir bon matelas.